Votre fidélité 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. La 14e législature, Yewwi Askan Wi continue de remettre en cause l'élection du patron de l'institution. En conférence de presse, les députés de la principale coalition de l'opposition annoncent l'introduction prochaine de commissions d'enquête parlementaire auprès du bureau de l'Assemblée nationale. Le nouveau ministre de la Pêche, très attendu par les acteurs pour trouver des solutions aux urgences du secteur. Des urgences qui ont pour nom exploitation abusive des ressources halieutiques, attribution des licences de pêche et menaces de la brèche. Vous les entendrez au cours de cette édition. De nouvelles mesures pour démolir les bâtiments en ruine dans la capitale. 1446 bâtiments sont concernés. 463 sont des établissements publics. Des mesures annoncées au lendemain de l'effondrement d'une dalle qui a fait 2 morts au marché de la Gueule-Tapée. Et puis, premier galop d'entraînement des Lions à Paris. 2 matchs amicaux en perspective face à la Bolivie et à l'Iran. C'est pour, bien entendu, préparer le mondial au Qatar prévu en novembre 2022. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec Yewwi Askan Wi qui sort de sa réserve une semaine après l'installation de la 14e législature. Les députés de l'opposition annoncent des propositions de loi, mais aussi et surtout l'introduction de commissions d'enquête parlementaire auprès du bureau de l'Assemblée nationale. Ils contestent toutefois la procédure de vote pour élire le président de l'institution. Compte rendu de leur conférence de presse, c'est avec Aminata Mbariso et Maud Diop. Il se prononce enfin une semaine après les événements survenus au cours de l'installation de la 14e législature. Ce qui s'est passé est simple. Les gens sont venus avec la volonté de nous imposer un président. Parce que vous savez que le problème n'était pas dans Yewwi ou dans Wallu, le problème était dans Benno Bokk Yakaar. Le président de la République avait une crise de confiance au sein de sa coalition. Comment faire passer le vote? C'était ça le problème. Nous n'avions pas de problème. Nous savions que nous pouvions gagner comme nous pouvions ne pas gagner. Mais nous savions surtout que nous ne sommes pas là pour des postes ou des strampondeurs. Nous avons reçu le mandat des Sénégalais pour que l'Assemblée change. Ces députés, membres de la coalition Yewwi Askan Wi, disent avoir décelé des irrégularités dans l'élection du président de l'Assemblée nationale. L'image que l'histoire retiendra, ce sont ces gendarmes qui ont ceinturé la présente pour la première fois de l'histoire et permettent à Benno Bokk Yakaar d'appeler ses députés un par un et de voter. Mais au moins, ils auraient pu laisser les autres candidats voter. Je vous rappelle qu'il y avait 4 candidats. Ils voulaient un président par force. Ils ont eu le président, mais le président de la caserne Samba Diallo, pas le président de Yewwi Askan Wi. Pour corriger ce qu'ils qualifient d'incorrect et changer les choses au sein de l'hémicycle, ces parlementaires de l'opposition promettent le feu aux députés du pouvoir. Mais quand ces ministres seront à l'Assemblée, ils trouveront des bataillons auprès des bataillons. Je l'ai dit, même pour des virgules, on va les enquiquiner. Ces histoires de ministres qui ne savent pas parler français là, ou qui viennent avec un cabinet complice des notes là, c'est fini. Des commissions d'enquête parlementaire pour élucider la mort des 14 jeunes au cours des événements de mars, mais aussi des propositions de loi relatives entre autres au code électoral, au terrorisme, mais également sur le contenu local seront déposées auprès du bureau de l'Assemblée nationale. Des commissions d'enquête parlementaire sur les morts qu'il y a eu. On passe ça à profit, on reviendra dessus. Sur ce qui se passe au niveau de la Poste, sur le port autonome de Dakar, sur les accords de pêche, on reviendra là-dessus. Entre autres débats qui seront soulevés par ces députés de Yewwi Askan Wi.
Et puis nous restons avec cette conférence de presse au cours de laquelle le maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, a battu le rappel des troupes. Les députés de la coalition Yewwi Askan Wi comptent se rendre prochainement au palais de la justice de Dakar pour soutenir le maire de la capitale sénégalaise, Barthélémy Dias, dans son procès qui concerne l'affaire Ndiaga Diouf. De Saint-Louis fonde beaucoup d'espoir sur la nomination du nouveau ministre de la Pêche. Préoccupés par les nombreuses difficultés qui entravent la bonne marche du secteur, eh bien, ils espèrent que leur nouveau patron trouvera solution à la problématique des licences de pêche, à la problématique de la brèche, mais aussi à l'exploitation abusive des navires étrangers. Ousseynou Diop et Habib Seck pour les détails. Les pêcheurs du quartier Guendar de Saint-Louis attendent beaucoup du nouveau ministre de la Pêche. Pour Moussa Gueye, la rareté du poisson est due à plusieurs facteurs que le nouveau ministre de la Pêche doit résoudre rapidement. Dans nos zones, il n'y a plus de poissons. Aujourd'hui, à Saint-Louis, une sardinelle est vendue à 250 francs. Actuellement, les acteurs de Saint-Louis ne vont plus en mer. Ils souhaitent ainsi disposer de nouvelles licences de pêche. La présence des bateaux étrangers influe aussi négativement sur leurs activités de pêche. Nous attendons les licences de pêche pour travailler. Les pêcheurs ne peuvent pas mener leurs activités sans licence. Les gardes-côtes mauritaniens ont arraisonné toutes nos pirogues. Aujourd'hui, les pêcheurs souffrent énormément. Le nouveau ministre doit régler le problème des bateaux étrangers, le problème des licences de pêche et de la brèche. C'est tout ce que nous nous attendons à lui. La brèche stabilisée récemment et les accidents causés par les bateaux de pêche font partie des doléances majeures des pêcheurs de Saint-Louis. Les travaux de la brèche sont mauvais et les conséquences seront encore ressenties par les pêcheurs dans quelques mois. Les travaux n'ont pas été bien faits. Chaque jour, les bateaux de pêche étrangers nous trouvent jusque dans nos zones. Beaucoup de pêcheurs ont perdu la vie à cause de ces accidents en mer. Pour ces professionnels de la mer rencontrés, le changement au ministère de la Pêche était une demande sociale. Aujourd'hui, ils attendent la réaction rapide de Pape Samambaye, nouvellement promu pour la reprise de leurs activités. Le président de l'association des consommateurs sénégalais dit attendre beaucoup du nouveau ministre du Commerce, Abdou Karim Fofana. Momar Ndao s'engage à l'aider dans le but de soulager les ménages qui subissent, selon lui, les contre-coups de la hausse de nombreuses denrées alimentaires. Nous l'écoutons au micro de Chérif Dia. Alors nous, nos attentes par rapport à ce gouvernement, c'est la feuille de route qui leur a été tracée par le chef de l'État. Elle est en trois priorités. La première, c'est la maîtrise et la baisse du prix des denrées de première nécessité. La deuxième, c'est la maîtrise ou la baisse du prix du loyer. Et la troisième, c'est les inondations. Nous pensons que c'est extrêmement important parce que ça, c'est la demande sociale des populations. Aujourd'hui, nous avons un nouveau ministre. Bon, puisqu'il est novice dans le secteur, nous allons l'encadrer, l'appuyer pour qu'il puisse réussir sa mission. Parce que s'il réussit, ce sera au grand bénéfice des consommateurs que nous sommes. 3 ans après l'avoir perdu, Ismaïla Madior Fall retrouve son fauteuil de ministre de la Justice. Le nouveau garde des Sceaux dit toute sa fierté d'être à la tête du département de la justice d'un pays réputé pour sa démocratie et son respect des droits humains. Nous écoutons Ismaïla Madior Fall. Il s'exprimait en marge d'un séminaire de renforcement de capacité sur les enquêtes et poursuites des crimes internationaux. C'est juste un changement de position. Depuis une dizaine d'années, je travaille avec le président Macky Sall. J'étais d'abord son conseiller juridique. Un moment aussi, j'ai été ministre de la Justice, garde des Sceaux, de 2017 à 2019. Ensuite, j'étais ministre d'État à la présidence. Aujourd'hui, je retrouve le ministère de la Justice. Donc, je le remercie pour cette confiance renouvelée. Et puis, voilà, le Sénégal aussi est un État de droit qui a une justice aussi réputée. Tout à l'heure, vous l'avez entendu. Le secrétaire général des Nations Unies disait tout à l'heure que chaque fois qu'on pense à un séminaire sur les crimes internationaux, on pense au Sénégal. Parce que le Sénégal aussi est un pays qui a une bonne réputation en matière d'État de droit, une bonne réputation en matière de justice. Le Sénégal, par exemple, souvent on l'oublie, c'est le premier pays à avoir
signé et ratifié la Cour pénale internationale, le premier pays. Donc le Sénégal est un pays de droit et moi, je suis personnellement fier d'être à la tête du ministère de la Justice d'un pays qui a une bonne réputation d'être un état de droit. Et puis juste avant de clore l'actualité politique, cette suspension du mandat du député Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma qui vient de nous parvenir. Il a adressé une lettre au président de l'Assemblée nationale, lettre dans laquelle il dit, je cite, « Monsieur le Président, ma nomination au poste de ministre conseiller à la présidence par son Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal par décret, me place dans une situation d'incompatibilité. Je sollicite la suspension de mon mandat de député pour exercer pleinement mes fonctions de ministre conseiller à la présidence de la République. » Voilà pour l'essentiel de cette correspondance adressée au président de l'Assemblée nationale. Je vous l'annonçais en titre, 2 morts, 3 blessés. C'est le bilan de l'effondrement d'une dalle qui s'est produite jeudi dernier au marché de la Gueule-Tapée. Le nombre de bâtiments en ruine dans les marchés publics inquiète de plus en plus. Et sur les 1446 bâtiments à risque dénombrés dans la capitale sénégalaise, eh bien 446 sont des édifices publics. Le sous-préfet des Parcelles Assainies annonce des mesures pour démolir ces bâtiments. Le reportage est signé Abdoulaye Diop Amadouba. Des grues qui cherchent de potentielles personnes en vie dans les décombres, des sapeurs-pompiers qui évacuent des sinistrés et des commerçants qui s'empressent pour sauver leurs bagages, le marché de Gueule-Tapée a été le théâtre d'un effondrement de dalles et les dégâts sont lourds. Nous avons pu enregistrer 3 blessés qui ont été évacués au niveau des différents hôpitaux de la zone. Donc c'est des blessés légers parce que par la suite ils ont été libérés. Donc malheureusement nous avons enregistré 2 corps sans vie donc, qui étaient restés coincés sous les décombres. Donc les équipes des sapeurs-pompiers ont pu les sortir malheureusement sans vie. Les autorités ont pris des mesures pour sécuriser le périmètre et fermer le hangar. Maintenant, nous nous organisons également avec la sécurité pour voir les opérateurs qui ont encore des marchandises sous ces hangars-là, comment faire pour les récupérer, mais le hangar sera fermé. La situation des bâtiments à risque dans les marchés publics inquiète de plus en plus. Sur les 1446 bâtiments menaçant ruine recensés à Dakar, les 463 sont des établissements publics. Pour le sous-préfet, il faut faire le suivi de ces recensements pour éviter le pire. Les dispositions seront prises pour voir, en tout cas faire des visites, comme on le fait souvent, de protection civile au niveau de ces marchés, pour voir effectivement s'il y a des bâtiments qui sont encore là-bas et qui menacent ruine. Et peut-être à la suite, des prescriptions seront formulées et des recommandations qui permettront de prendre des décisions, soit démolir, soit fermer, soit également réhabiliter, selon le cas. Au mois d'août dernier, la direction de la protection civile a recensé 25 effondrements sur le territoire national depuis le début de l'année. Ces drames ont occasionné 7 morts et 75 blessés. Retour sur cet incident qui s'est produit à l'aéroport de Tunis la semaine dernière et qui concerne un compatriote. Il s'agit de l'étudiant Serine Morbaye, parti étudier en Tunisie en 2016 après avoir obtenu une bourse d'études et qui depuis peine à rejoindre le Sénégal puisqu'il a été arrêté à l'aéroport alors qu'il s'apprêtait à prendre le vol. Il est accusé d'avoir eu des frictions avec les forces de l'ordre tunisiennes au moment de son embarquement. Retour sur les faits avec Moussa Mané et Yaya Diallo. Une famille calme, un père occupé, le téléphone aux oreilles, parfois même un peu souriant. À côté, des voisins venus prêter main forte depuis l'annonce de la nouvelle, leur fils, est entre les mains de la police tunisienne alors qu'il devait rentrer au Sénégal depuis jeudi dernier. Il devait rentrer depuis, mais c'est une dame qui a téléphoné son frère pour lui dire que Serine Mor a un problème, qu'il est arrêté et depuis lors, on n'a pas plus de nouvelles.
une pleine information. Oui, ça fait presque 5 jours depuis jeudi passé. Nous avons des informations comme quoi qu'il doit revenir au Sénégal. Donc malheureusement, à notre grande surprise, son frère est parti à l'aéroport pour l'accueillir, mais malheureusement, il n'est pas venu. Donc après, on a des informations comme quoi qu'il avait des problèmes avec la sécurité là-bas. Une situation difficile à accepter par la famille qui le décrit comme quelqu'un de très calme. C'est que c'est un garçon très pieux, un garçon très poli, à l'image de sa famille. Ça nous a un peu secoué et on est un peu désolé d'apprendre qu'il a eu ce problème. Mais ce n'est pas logique. Donc un jeune qui est dans un pays depuis 6 ans, il n'a jamais eu de problème. Donc attendre jusqu'au dernier jour ou bien à l'heure de retour donc pour avoir des problèmes là-bas, donc c'est pas logique, ça ne peut être que des accusations. Ainsi, ils invitent le ministère des Affaires étrangères à prendre la situation très au sérieux. Vraiment que l'État lui vienne en aide. Surtout le ministre, des Affaires étrangères, le consul, en même temps aussi le président de la République. Vraiment, nous sommes désolés de voir en 2022 des situations pareilles dans notre continent. Parce qu'en tant qu'Africain, vraiment, en tant que Sénégalais, être maltraité dans un pays comme la Tunisie, vraiment, c'est désolant. Alors qu'il devait rentrer au pays pour de bon après 6 ans en Tunisie, l'ingénieur attend toujours l'intervention des autorités afin qu'il puisse être libéré et rejoindre sa famille. Et puis Dakar abrite le 10e congrès de la Société africaine de transfusion sanguine, une rencontre qui se tient donc au Sénégal et qui autorise l'espoir de collecter plus de 200 000 poches de sang. Pour les autorités en charge de la santé, la mise en place d'un nouveau programme s'impose pour renforcer les structures de transfusion sanguine et corriger la faible disponibilité des populations de donneurs. Nous écoutons les explications du ministre de la Santé, Dr Marie Khemessingom Ndiaye, elle est au micro de Maimouna Ndiaye Mardian. La transfusion sanguine dans nos pays respectifs connaît des avancées relativement timides. Pour cause, des défis importants sont à relever. Il s'agit notamment de la faible disponibilité du sang du fait de l'insuffisance de l'engagement des populations pour le don de sang volontaire. Nous sommes engagés à renforcer les structures de transfusion sanguine, notamment en leur dotant de moyens pour leur permettre d'assurer au mieux leur mission. C'est dans cette dynamique que mes services finalisent le décret d'application de la loi sur la transfusion sanguine. Le Sénégal a également débuté un programme de construction de centres régionaux de transfusion sanguine dans 2 régions du pays. Ce programme sera poursuivi afin de doter toutes les régions de centres régionaux de transfusion sanguine qui seront des structures bien équipées et qui vont assurer l'approvisionnement régulier des produits sanguins de qualité pour les structures de santé de leur zone de couverture. Et puis flux financiers illicites, des centaines de millions de francs CFA et des biens mobiliers saisis par l'Office national de recouvrement des avoirs criminels depuis qu'il est opérationnel en avril 2022. L'ONRAC, en collaboration avec l'Union africaine et les parties prenantes, ont organisé ce matin un atelier sur le thème recouvrement des avoirs, un moyen de lutte contre les flux financiers illicites en provenance d'Afrique. Alassane Ba et Pape Sangone Mbaye signent ce compte rendu. Pour l'instant, toutes les données ne sont pas réunies pour pouvoir faire un bilan exhaustif. Mais l'ONRAC a pu recouvrer des sommes importantes d'argent et des biens mobiliers en l'espace de 6 mois. Vous avez raison d'insister sur les 6 mois parce que l'ONRAC a été créé en juillet 2021. Mais bon, ça c'est la création juridique. C'est finalement qu'en avril-mai, on va dire, 2022, voilà, que l'ONRAC est devenu vraiment opérationnel. Et depuis cette phase, nous avons, dans cette amplitude temporelle très réduite, pu recouvrer des sommes extrêmement importantes d'argent qui sont issues de ces flux financiers dont vous avez fait allusion tout à l'heure. Outre ces sommes d'argent, du matériel a fait l'objet de mesures conservatoires de la part des autorités judiciaires. L'Office national de recouvrement des biens criminels agit sous mandat de justice. L'exécution des décisions de justice qui revient à la base au parquet est ordonnée par celui-ci et mise à exécution réalisée par l'ONPAD. Et dans ce cadre,
Nous avons pu recueillir un certain nombre de décisions dans lesquelles des décisions de confiscation avaient été prononcées. Et suite à cela, nous sommes d'ailleurs toujours en phase de prise de possession des biens qui ont été saisis. C'est des biens de diverses natures, des véhicules de tout genre, des engins de chantier, divers biens mobiliers. Cet atelier est organisé par la Commission de l'Union africaine, le Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption et l'ONRAC. Et c'est en collaboration avec les parties prenantes pour la mise en œuvre de la position africaine commune sur le recouvrement des avoirs. Les organisations féminines plaident pour l'accès des femmes aux ressources naturelles. Elles dénoncent, ces organisations, le fait que les textes ne soient pas respectés, déplorent le manque de rigueur souvent affiché par les autorités pour permettre aux femmes d'accéder, mais aussi de bénéficier de leur droit d'exploiter ces ressources. Et je vous propose d'écouter tout de suite Amadou Kanouté. Il est directeur exécutif de SICODEV. Il est au micro de Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Qui disent que les femmes et les hommes sont égaux quant à l'accès et le contrôle des ressources naturelles, qui n'est pas tout à fait bien défendu ou perceptible quand on prend sur le terrain ce qui s'y passe. Et donc cette campagne, elle cherche à combler ce gap. Aujourd'hui, il s'agit de regrouper toutes ces organisations qui sont membres de l'Alliance, plus des organisations techniques. L'idée ici, c'est de faire en sorte que, au bout de ces 3 jours, nous puissions sortir avec une stratégie. Les textes officiels, les chiffres officiels nous disent qu'il y a 11% de femmes qui accèdent effectivement aux terres dans ce pays. Et pourtant, nous sommes au Sénégal 52% de femmes. Donc vous voyez le déséquilibre qu'il y a. 52% des femmes n'accèdent, parmi elles, il n'y a que 11% qui ont la possibilité d'accéder et de contrôler les terres. Hors de Dakar, Niassia, dans le sud, fraîchement nettoyé de ses occupations irrégulières, a fait le point des investissements publics dans l'arrondissement pour statuer sur les priorités de la zone. L'initiative du sous-préfet vise ainsi à définir les urgences pour permettre une meilleure intervention des partenaires techniques et des ONG dans cette partie du département de Ziguinchor. L'accès à l'eau potable, à l'électricité, en somme, l'aménagement des zones sont les principales doléances qui sont ressorties de ces échanges. Lamine Baye, Lamine Mandjo. Autorités administratives locales, partenaires techniques, ONG, élus et responsables coutumiers ont tous pris part à la réflexion initiée par le sous-préfet de l'arrondissement de Niassia, dont le but est de faire le point sur l'évaluation des politiques de développement. Il s'agit à terme d'arriver à définir une synergie dans les interventions des partenaires et d'élaborer les priorités sur la base des insuffisances notées. Vous savez, au niveau de l'arrondissement de Niassia, il y a des villages qui étaient déplacés mais qui sont actuellement de retour. Et d'autres villages ne sont pas encore revenus. Donc la première préoccupation que nous avons entendue avec intérêt par rapport aux doléances de ces villages, c'est le retour de certains villages qui ne sont pas encore revenus. Nous avons invité certains partenaires techniques, les forces de sécurité et de défense, ils se sont prononcés là-dessus. L'autre point aussi, il faut qu'il y ait une synergie d'action avec les interventions des responsables des projets et programmes pour appuyer cette population locale. On a souligné le problème de l'électricité, on a souligné le problème de l'eau, on a souligné aussi d'autres problèmes. Mais ces problèmes-là, il y a des choses que l'État a fait déjà, qui ont été félicitées par l'ensemble des parties prenantes, mais aussi il y a des choses qui restent à faire. Et ces choses qui restent à faire, nous, à la suite de cette rencontre, on va prendre les doléances de tout le monde, de toute la population qui était présente, pour écrire ça dans un document et rendre compte à l'autorité. Cette rencontre aux allures d'un cadre de plaidoyer a permis aux autorités coutumières associées à la réflexion de faire le listing des priorités dans l'arrondissement de Niassia. D'abord, le plus grand problème, c'est l'évacuation des eaux. Quand il pleut, toutes les eaux qui quittent à hauteur sont bloquées ici à Niassia. Il faut de l'eau. L'eau et le tracé des pistes de reproduction, en plus le courant et l'aménagement des jardins des femmes. Il y a beaucoup d'infrastructures qui manquent et nous en aurons vraiment besoin, du courant surtout. Pour les collectivités territoriales impliquées à la réflexion, l'approche est utile en ce sens qu'elle permet aux élus d'avoir la vitrine des interventions dans leurs communes respectives. Cette rencontre avait une importance vraiment capitale qui nous a permis aujourd'hui de rencontrer tous les acteurs qui interviennent dans la commune
donc tous les collaborateurs, les chefs de village, les chefs de service technique. Donc cela nous a permis vraiment de balayer en fond et en large vraiment les préoccupations des populations de la commune de Niassia. Les ONG qui ont pris part à la rencontre ont appelé à la démultiplication de telles initiatives pour plus d'efficience dans la synergie des interventions dans les zones objets de retour. L'actualité sportive à présent, ça démarre naturellement par le football, à l'exception de Noah Fadiga, forfait. Le groupe de Lyon, sélectionné pour les 2 matchs de préparation de l'équipe nationale du Sénégal en vue du mondial au Qatar, a effectué son premier galop d'entraînement dans la capitale française. Les détails de cette séance d'entraînement, c'est avec Chersali Boudjara. Les Lions du football sénégalais sont à Paris. Ils entament le regroupement en vue des matchs de préparation du Mondial 2022 de ce mois de septembre. De nouveaux convoqués, en l'occurrence Moussa Niakhaté, Ismaël Jacobs, Formose Mendy, font partie des premiers arrivés en compagnie de quelques habitués de la tanière comme Cheikhou Kouyaté, Boulaye Dia, Alfred Gomis, Edouard Mendy, Nampalis Mendy. Noah Fadiga, victime d'une commotion cérébrale ce week-end, va lui manquer à l'appel comme Diao Baldé Keita sous le coup d'une suspension et qui est remplacé par Habib Diallo de Strasbourg. Le groupe de Lyon présent a effectué sa première séance d'entraînement. Edouard Mendy et Ismaïla Sarr blessés sont eux, très incertains pour participer au match. Le Sénégal fait face à la Bolivie le 24 septembre à Orléans, puis face à l'Iran le 27 septembre en Autriche. Puis renversé par la jeunesse sportive de Kabylie, le Casa Sport n'ira pas au deuxième tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Une élimination loin d'être une surprise pour les observateurs qui pointent du doigt le manque d'expérience et de compétitivité, entre autres griefs. Nous retrouvons tout de suite Chersali Boudjara. Pas d'exploit pour le Casa Sport en Ligue des champions. Le club de Ziguinchor est éliminé dès le premier tour préliminaire. Vainqueur 1-0 à l'aller, il reçoit une sévère correction au retour à Sétif face à la jeunesse sportive de Kabylie, 3-0. Une déconvenue due au manque d'expérience. La JS Kabylie est un club beaucoup plus expérimenté que le Casa Sport. On l'a vu sur le terrain et en dehors. Et également, il y a, on va dire, beaucoup plus de talent du côté de la JS Kabylie. Le Casa Sport a malheureusement perdu le meilleur joueur du championnat, donc son meilleur joueur, Lamine Dior du parti à Al Hilal. Et donc, c'était juste, on va dire, un feu de paille, tout ce tralala médiatique du président lors de la conférence de presse en disant qu'ils veulent aller gagner cette Coupe d'Afrique. C'est vraiment, on va dire, c'était hyper ambitieux quand on connaît le niveau africain et le niveau des clubs sénégalais. Le Sénégal, champion d'Afrique, pas représenté au prochain tour des compétitions interclubs africains. C'est loin d'être illogique. Les clubs sénégalais sont très en retard par rapport aux autres clubs africains. Ensuite, on tombe contre un club de l'Afrique du Nord qui a déjà commencé la saison, qui est mieux organisé, qui a l'habitude d'aller en compétition interclub. Dans le staff technique du Casa Sport, il n'y a qu'une seule personne, c'est Demba Ramatan Ndiaye, qui a peut-être eu la chance d'avoir une expérience internationale. Tout le reste, aussi bien les joueurs que les dirigeants, aucun n'a une expérience à ce niveau de la compétition. C'est vraiment pas une surprise. Il y a les conditions que j'ai énumérées, le non-démarrage de la saison, le Casa Sport qui perd ses meilleurs éléments, le manque d'expérience en compétition internationale font qu'on pouvait s'attendre qu'à ces genres de résultats. Le calendrier de ces championnats, pas encore calqué sur celui des Coupes d'Afrique des clubs. Le Sénégal enchaîne les déceptions dans ces compétitions. Il urge ainsi aux dirigeants du football sénégalais de trouver la bonne formule pour changer la donne. Et parlons justement de dirigeants sénégalais. Vous le savez, Yankhoba Diattara succède à Matar Ba. Sa nomination semble avoir surpris de nombreux acteurs dans le monde sportif. Il remplace Matar Ba qui a battu le record de longévité à ce poste, 8 ans et 3 mois. C'est aussi sous son magistère que le Sénégal a remporté la CAN 2022 au Cameroun. C'était en février 2022. Yankhoba Diattara a de nombreux défis à relever selon les acteurs qui disent attendre beaucoup de lui. Le reportage est signé Mamadou Ndiaye Balé. Il est le ministre des Sports qui a le plus duré à son poste.
8 ans à la tête de ce département, Matar Ba est remplacé par Yankoba Diattara dans le gouvernement d'Amadou Ba. Une surprise pour certains, à quelques mois du mondial, pour d'autres, c'est tout à fait normal. Si aujourd'hui le président voulait avoir un homme qui connaît le milieu, je pense qu'Abdoulaye Sow était le meilleur profil. Mais aujourd'hui, Yankoba Diattara est le nouveau patron du sport sénégalais. Je ne vais pas le juger a priori, parce que tout simplement, si je le fais, je dirais des nonsense, parce que je ne l'ai pas vu en œuvre. Avant de juger Yankoba Diattara, moi, je vais attendre de le voir en œuvre pour pouvoir vraiment le juger sur des actes et sur des faits. Pour nous, le monde du basket, je ne parle pas des autres disciplines, mais ce qu'on voudrait surtout que Diattara soit un ministre des Sports plein. Pas un ministre du football, ni de la lutte, ni du basket, ni un tel. Mais vraiment un ministre des Sports plein et puis qui écoute tout le monde. Parce que ça, c'est important. Parce que nous, ce que nous souhaitons, c'est sa réussite. Les acteurs réclament des changements. Un ministre qui doit gérer toutes les disciplines sportives, pas seulement que le football et la lutte. Ils attendent beaucoup de son successeur. Moi, ce que j'attends le plus, c'est la réactualisation de la charte du sport sénégalais pour que les pratiquants qui pratiquent ces disciplines-là, excuse-moi de la répétition, de pouvoir s'y retrouver parce que, quoi qu'on dise, les sportifs sénégalais s'ouvrent le martyr quand même. Nous, ce que nous souhaitons, c'est sa réussite. Maintenant, s'il accepte de nous écouter, s'il accepte d'écouter tout le monde, y compris les fédérations, c'est un mieux parce que c'est nous dans nous. Mais il y a des choses qui se passent dans ce sport, actuellement dans le basket. Si jamais ça continue, nous continuerons à dénoncer. Yankoba Diattara arrive dans un secteur plein de défis à relever et souvent agité. Son objectif premier réunit les 65 fédérations et groupements sportifs de son département. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, retrouvez la grande Binta Diallo pour la suite du Soir d'Info. Elle reçoit dans la deuxième partie de l'émission du magazine Momar Thiam, directeur général de HEIC. Excellente suite des programmes avec la TFM. Excellente soirée.